Evening News. Les Maliens sont-ils satisfaits de leur justice? Les citoyens se prononcent sur la question. En toute liberté, recevait ce 26 août la directrice exécutive de Agicad Mali, le décryptage à suivre. Aussi, il sera question de culture du marionnettiste Yaya Coulibaly qui a été reçu par le ministre de la Culture. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce Djoliba Evening News. Pour commencer ce communiqué, le Bureau politique national de l'Alliance pour la solidarité au Mali, Convergence des forces patriotiques, s'est réuni en session extraordinaire ce jeudi 26 août 2021 suite au placement sous mandat de dépôt par la Cour suprême de M. Soumeilou Boubèye Maïga dans l'affaire de l'acquisition d'un aéronef et de fourniture aux forces armées maliennes d'habillement, de couchage de campagne et d'alimentation HCCA. Le bureau prend acte de la situation et assure son soutien indéfectible et sa solidarité autour de leur président. Il condamne également énergiquement cette arrestation ainsi que les vices graves de procédure qui confèrent au dossier une connotation purement et uniquement politique. Enfin, le bureau demande à ses militantes et militants de garder leur sérénité, de rester mobilisés et d'attendre les mots d'ordre de la direction du parti. Et maintenant, abordons le thème de la justice. Est-ce que les Maliens sont-ils satisfaits des actions judiciaires en cours? C'est ce que nous avons essayé de savoir à travers un micro-trottoir. El Hadj Malik Guiteye. La justice malienne tente de redorer son blason. Depuis un certain moment, on assiste à des interpellations et des mises sous mandat de dépôt, des actions qui semblent séduire une bonne partie de l'opinion publique malienne. Nous avons constaté un très grand changement, puisque le constat que nous avons là, nulle personne n'est au-dessus de la justice. Nous sommes un peu satisfaits des actions en cours de la justice malienne. Ce n'est pas encore parfait, mais il y a du changement. Malgré ces actions, certains pensent que l'impunité règne toujours dans les pays suite à des enquêtes qui n'aboutissent souvent pas. Si nous voyons aujourd'hui, tout ce qui se passe aujourd'hui au Mali, l'impunité a une grande part de responsabilité là-dedans, parce que la justice n'est pas faite. Aujourd'hui, les citoyens, la population, tout le monde demande la justice. Bon, la justice malienne, vraiment, elle n'est pas vraiment satisfaisante. Parce que vraiment, là où on voit vraiment des arrestations et pas de condamnations. Ils arrêtent. Moins de 2 mois, on les libère. Nous assistons souvent à des arrestations et au bout d'1 ou 2 mois, ces mêmes personnes sont libérées sans suite. Moussa Coulibaly, qui semble satisfait actuellement des actions menées par la justice malienne, admet quand même que celle-ci a du chemin à faire. C'est qu'il faut changer la mentalité de nos tribunaux, les agents de nos tribunaux, les juges. Si l'argent circule dans le dessous des tables, dans une justice, cette justice-là est pourrie. Longtemps pointé du doigt par bon nombre de Maliens, les griefs à l'encontre de la justice malienne restent toujours nombreux. Certains reprochent à celle-ci de ne pas jouer réellement son rôle de contre-pouvoir à un moment où une bonne partie de la population malienne n'aspire qu'à une société juste et équitable. Rencontre entre le Mali et la Russie. Ce 25 août 2021, le représentant spécial du président de la Fédération de la Russie pour le Moyen-Orient et les pays d'Afrique a reçu le colonel Sadio Camara, ministre de la Défense et des anciens combattants, pour échanger des relations russo-maliennes. Suivons ce reportage de Fanta Diarra. Moscou continue de suivre de près l'évolution de la situation au Mali, pays ami où la situation s'est aggravée suite à l'arrestation et à la démission du président de la transition Bandao et du premier ministre Mokhtar Wane le 24 mai. La Russie et le Mali ont conclu un accord de coopération militaire. Le document a été signé par Sergei Chouagou et l'ancien ministre de la Défense, le général Daïro Dembélé, en marge du Forum armé 2019 en Russie. Le colonel Sadio Camara, ministre de la Défense et des anciens combattants de la République du Mali, s'est entretenu avec son Excellence M. Mikhail Bogdanovich à Moscou. Représentant spécial du président de la Fédération de Russie pour le Moyen-Orient et les pays d'Afrique, vice-ministre russe des Affaires étrangères. Après cette visite, le colonel Camara effectue une autre visite à Moscou pour prendre part au Forum militaire et technique international.
Les échanges ont porté sur des questions d'actualité concernant la poursuite du développement des relations russo-maliennes, traditionnellement amicales. En même temps, les parties ont réaffirmé la disponibilité de Moscou et de Bamako de renforcer l'interaction dans les domaines politiques, commerciaux et économiques, humanitaires et autres. Selon l'ambassade de la Russie au Mali, il a été souligné l'importance des mesures systématiques prises par les autorités maliennes pour assurer la réalisation des objectifs fixés pour la transition au Mali en vue de la tenue d'élections générales démocratiques à temps en février 2022 avec l'aide de la CEDEAO et de l'Union africaine. La coordination des syndicats des travailleurs de l'hôpital du Point G a entamé mardi 24 août 2021 une grève de 3 jours pour réclamer le retour de leur ancien secrétaire général muté au gouvernorat du district. Il s'agissait aussi de réclamer de meilleures conditions de travail. Abdoulaye Koniba Konaté. L'annulation de la décision de mutation de l'ancien secrétaire général de la coordination des syndicats des travailleurs de l'hôpital du Point G d'accorder des meilleures conditions de travail tout en dotant le centre hospitalo-universitaire du Point G d'appareils adéquats en faveur de la satisfaction des besoins des malades, de rehausser le plateau technique et d'inviter l'administration à entamer des négociations aboutissant à l'amélioration des conditions de travail. Tels sont entre autres les motifs de cette grève de 3 jours. Selon le porte-parole du syndicat, Drissa Traoré, ce qui a accéléré l'observation de cette grève, c'est lorsque le directeur général de l'hôpital du Point G a adressé une lettre au secrétaire général du syndicat, Fousseini Koulibaly, lui notifiant de sa mutation au gouvernorat du district de Bamako. Ce qui paraît inacceptable pour les syndicalistes, d'où l'interrogation du porte-parole, je cite, « Qu'est-ce qu'un médecin ira chercher au gouvernorat ?» À en croire les syndicats, le directeur général de l'hôpital du Point G aurait violé des textes en posant ce acte. Aux yeux des syndicats, tout le problème est lié à la personne du directeur en question. Leur porte-parole constate, je cite, « Depuis la prise de fonction de ce directeur, il y a de cela 3 ans, rien ne marche ici. On n'a pas d'imagerie, le laboratoire est défaillant, les travailleurs ont du mal à toucher leur ristourne et les frais de garde, d'autres ont fêté sans avoir touché leur salaire, etc. Nous demandons aux autorités de voir la situation de l'hôpital du Point G qui va de mal en pis. » Fin de citation. Cependant, cette grève s'ajoute à plusieurs revendications venant des différents corps de métier, à savoir les enseignants de l'école primaire et secondaire, l'enseignement supérieur, les transporteurs, les bouchers, les agents de santé, pour ne citer que ceux-ci. Du reste, l'éternelle question à savoir où va la transition vient encore une fois de plus se pointer. En toute liberté, l'hebdomadaire de débat politique et de la société civile recevait ce jeudi 26 août Adam Diko, directrice exécutive de l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie AJICAD Mali. Son enfance, ses débuts ou encore son appréciation du Mali actuel sont entre autres les sujets débattus au cours de l'entretien. Décryptage. Sur le plateau de En toute liberté de ce 26 août, l'invitée était donc une femme. Voici donc ses impressions sur cette première du genre. C'est une grande fierté, mais je suis très ravie aussi, parce qu'il est important que les femmes aussi soient associées au débat public, au débat politique, et que la voix des femmes aussi soit entendue. Donc je suis sûre que je suis la première, je ne suis pas la dernière. Et mon souhait est que cet espace-là soit dominé par les femmes. Après avoir évoqué ses débuts dans son enfance, où elle dit avoir grandement bénéficié du soutien de son papa pour la poursuite de ses études, pour ensuite parler de ses interventions dans l'humanitaire, l'interlocuteur du jour a donné ses impressions sur les questions d'actualité concernant le pays, de son regard sur la démocratie au Mali 30 ans après. Je pense que le regard sur la démocratie malienne 30 ans après, c'est des militaires qui sont au pouvoir. Donc ça montre déjà, je ne dirais pas l'échec de notre démocratie, mais ça montre déjà qu'on n'a pas encore eu notre départ sur la démocratie. Du rôle de la société civile, contre-pouvoir ou contre le pouvoir? Nous, notre rôle, c'est le contre-pouvoir. C'est pas contre le pouvoir, non du tout. Notre rôle en tant qu'acteur, en tant qu'actrice de la société civile, c'est de veiller à ce que les politiques et les programmes prennent en compte les préoccupations et les besoins des citoyens. Il est important
qu'on comprenne que dans la démocratie, la société civile ne constitue pas une fan club. Du M5 RFP et de sa demande de la démission du président Ibeka, Ajicad n'y a pas pris part pour faute de plan pour la suite, pour raison de saut dans l'inconnu, par principe. Du politique se cachant derrière le religieux, un échec selon elle. Aux intervenants, elle déclare qu'ils ont du respect pour les militaires, mais pas pour les putschistes. Si elle devait refonder le Mali, ses priorités seraient entre autres l'éducation de qualité ou encore la sécurité. Attachée à ses principes jusqu'ici, elle laisse l'avenir répondre quant à une possible ambition politique. D'une femme présidente ou d'un possible avenir radieux pour le Mali, ses réponses sont les suivantes. Je crois profondément et je ne dirais pas que les hommes ont montré leurs limites, mais je pense qu'il est arrivé un moment où les hommes doivent faire confiance aussi au génie des femmes. Et vous avez le sourire pour vous, l'avenir du Mali, il est radieux? Oui. J'y crois. Ne dit-on pas qu'après avoir touché le fond, l'on ne peut que remonter? Croire à un avenir radieux pour le Mali, pourquoi pas? Signature d'un protocole d'accord entre les grands moulins du Mali et la société Alport Conakry, qui est aujourd'hui en charge de la gestion du port de Conakry. Ce partenariat permettra à cette entreprise malienne de bénéficier des tarifs référentiels pour son importation de blé au Mali. Le compte-rendu avec Haruna Saliakone. 150 000 tonnes, c'est la quantité de blé qui sera importée chaque année de l'Europe et de l'Amérique du Sud via le port de Conakry par l'entreprise Grand Moulin du Mali. Un grand partenariat entre l'entreprise malienne et la société de gestion du port de Conakry, Alport Conakry. Ce choix s'explique par la proximité de ce port de Bamako, des tarifs référentiels et de la qualité des infrastructures portières. Conakry est le port le plus proche par rapport à Bamako et notre moulin. Ça ne représentera que 800 km. Vous avez un gain sur la distance parcourue avec une réactivité, nous l'espérons, qui va être parfaite. Nous avons été très impressionnés par la qualité de leurs investissements, l'étendue. On va donc avoir aussi nous-mêmes des retombées de ces grands investissements faits par Alport. Pour le directeur d'Alport Conakry, cet accord constitue le début d'un partenariat gagnant-gagnant. Et c'est exactement une position gagnant-gagnant-gagnant. C'est la Guinée qui va gagner, c'est le Mali qui va gagner, et les deux sociétés qui vont gagner aussi. Je souhaite que ça va faire du bien à nous tous, cette coopération. Le ministre malien de l'Agriculture, qui est non moins le représentant d'Alport au Mali, encourage les importateurs et les exportateurs maliens à choisir le port de Conakry grâce à ses avantages par rapport aux autres ports. Lorsque le coût, les infrastructures sont de qualité et qu'il y a des équipements qui sont fonctionnels, les marchandises ne durent pas dans le port. Quand le taux de rotation est rapide, parce que le port est performant, ça réduit le coût de l'importation. Et nous sommes un pays continental. Je crois que nous devrions tirer meilleure partie de cette situation. La cérémonie s'est clôturée par une remise de cadeaux par la délégation guinéenne à la partie malienne. Aujourd'hui, l'image du jour, c'est le Nil. Le Nil est un fleuve d'Afrique avec une longueur d'environ 6700 km. Le Nil et le fleuve Amazon constituent les plus longs fleuves du monde. Il est issu de la rencontre du Nil blanc et du Nil bleu. Le Nil blanc prend sa source au lac Victoria, Ouganda, Kenya, Tanzanie. Le Nil bleu est issu du lac Tana, Éthiopie. Ces deux branches s'unissant à Khartoum, capitale du Soudan actuel, le Nil se jette dans la Méditerranée en formant un delta au nord de l'Égypte. En comptant ces deux branches, le Nil traverse le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, l'Ouganda, l'Éthiopie, le Soudan du Sud, le Soudan et l'Égypte. Il longe également le Kenya et la République démocratique du Congo, respectivement avec les lacs Victoria et Albert, et son bassin versant concerne aussi l'Érythrée grâce à son affluent du Tégézé. Le Nil est la voie qu'empruntaient les Égyptiens pour se déplacer. Il apporte la vie en fertilisant la terre et garantit l'abondance. Il a joué un rôle très important dans l'Égypte antique du point de vue économique, social, agricole et religieux. Fleuve nourricier de cette civilisation, il fut divinisé sous le nom d'Api,
personnifiant la crue du Nil dans la mythologie égyptienne. L'actualité hors de nos frontières, c'est avec Fanta Diarra. Douala est plongé dans le noir, mais des cris pourcent la nuit silencieuse. L'eau monte, alertée par les voisins, ou Mel met quelques affaires à l'abri, fait partir en hâte les enfants. Quelques minutes plus tard, le liquide noirâtre envahit l'habitation. C'est ma voisine de derrière qui me dit que réveille-toi, je me réveille, je crois que j'avais branché les portables, les ordinateurs des enfants, comme vous voyez là. Montrez là, il y a les ordinateurs là-bas qui sont tous dans l'eau. Voilà. L'eau avait tout envahi. L'eau était à cette hauteur-ci, comme vous voyez mon rideau. Mi-août, comme chaque année à la saison des pluies, le quartier informel de Makepe, Nisoke, est envahi par les eaux. À 2 heures, ça nous réveille seulement qu'à 2 heures. Tu te réveilles au lit, le voisin vient te d'abord, tu sautes comme ça, tes pieds se trouvent dans l'eau, dans l'eau. C'est comme ça que tu commences à regarder les enfants sautent. Les appareils musicaux, les appareils, les frigos, tous les jours, c'est là. Au cœur de la capitale économique du Cameroun, sous l'effet du réchauffement climatique, les inondations sont de plus en plus fréquentes dans cette ville portuaire de plus de 3 millions d'habitants qui ne cesse de s'étendre. Les évacuations d'étrangers et afghans fuyant le nouveau régime taliban ont fait des représailles à l'aéroport de Kaboul. Au lendemain de l'attentat du groupe djihadiste État islamique qui a tué au moins 85 personnes, dont 13 soldats américains au milieu de la foule des candidats au départ. Vendredi à l'aéroport de Kaboul, au lendemain de l'attentat du groupe djihadiste État islamique qui a tué au moins 85 personnes, dont 13 soldats américains au milieu de la foule des candidats au départ. L'attentat commis jeudi à la tombée de la nuit a été condamné par le pouvoir taliban et de nombreux pays dont les États-Unis et leurs alliés ainsi que la Russie et la Chine. Il a fait monter la tension d'un cran supplémentaire à quelques jours de la date butoir du 31 août prévue pour le retrait des soldats américains du pays après 20 ans de guerre, synonyme de fin des évacuations. L'attaque en double attentat suicide a visé les États-Unis qui organisent les évacuations et des Afghans parmi les milliers de ceux qui campent depuis des jours devant l'aéroport, dans l'espoir d'y entrer et de prendre un des innombrables vols prévus pour les étrangers et les Afghans menacés par le nouveau régime. Elle a foudroyé ses victimes, certaines projetées aux alentours puisque les eaux sales d'un canal d'égout bordant l'entrée de l'aéroport et sémé la panique chez les autres, hommes, femmes et enfants, courant dans tous les sens pour quitter la zone au plus vite. Il y a beaucoup de femmes et d'enfants parmi les victimes. La plupart des gens sont choqués, traumatisés. Le président Recep Tayyip Erdogan a annoncé vendredi que la Turquie avait tenu de premières discussions avec les talibans à Kaboul, ajoutant qu'Ankara étudiait la proposition des nouveaux maîtres de l'Afghanistan de sécuriser l'aéroport de la capitale après le retrait américain. Nous avons tenu nos premières discussions avec les talibans qui ont duré 3 heures et demie, a déclaré Erdogan aux journalistes. Si c'est nécessaire, nous aurons l'occasion d'avoir de tels pourparlers à nouveau. Il a aussi précisé que les discussions s'étaient développées dans une section militarisée de l'aéroport de Kaboul où l'ambassade turque a été temporairement installée. Réagissant à des critiques en Turquie à propos des relations d'Ankara avec des talibans, Erdogan a rétorqué que le pays ne pouvait s'offrir de luxe, de rester sans rien faire dans cette région instable. Vous ne pouvez pas savoir quelles sont leurs attentes ou quelles sont nos attentes sans discuter. Qu'est-ce que la diplomatie, mon ami? C'est cela la diplomatie? A lancé le président turc. La Turquie avait envisagé d'aider à sécuriser et à gérer l'aéroport de la capitale afghane, mais a commencé mercredi à retirer ses soldats d'Afghanistan, laissant entendre qu'elle abandonnait cet objectif. Erdogan a expliqué que les talibans devaient dorénavant contrôler la sécurité à l'aéroport tout en proposant à Ankara d'assurer sa logistique. Mais il a souligné devant le double attentat suicide qui a tué jeudi au moins 85 personnes, dont 13 soldats américains à l'aéroport, alors que s'achèvent les évacuations, a montré l'importance de connaître en détail la façon dont l'aéroport sera sécurisé. Ils disent plus, nous allons assurer la sécurité, vous faites fonctionner l'aéroport plus. Nous n'avons pris encore aucune décision sur cette question, a déclaré Erdogan.
Nous prendrons une décision une fois le calme revenu. Culture, lauréat du premier trophée de la résistance culturelle africaine décerné par le réseau Creative Africa mi-août à Abidjan. Le maître marionnettiste malien Yaya Coulibaly a été reçu hier par le ministre de la Culture et de l'Artisanat, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Andogoli Guindo. Youssouf Kone et Bakoroba Nyare étaient présents à la rencontre. En récompense à ses efforts pour la promotion de l'art de la marionnette et de la culture malienne et africaine, le maître marionnettiste malien Yaya Coulibaly a reçu le 13 août dernier à Abidjan le trophée de la résistance culturelle africaine. Une distinction décernée par Creative Africa, un réseau d'artistes basé sur la coopération culturelle et la promotion des arts en Afrique. Cette consécration internationale a été saluée par les plus hautes autorités maliennes à travers le ministre de la Culture, de l'Artisanat, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoli Guindo, qui a reçu l'artiste le jeudi 26 août dernier pour la présentation de la dite distinction et plusieurs autres glanées tout au long de sa carrière. Avec beaucoup d'émotion, avec une joie immense, avec un sentiment de fierté, mais avec un sentiment de satisfaction dans ce que cet homme d'une qualité exceptionnelle abat comme œuvre. Vous avez vu cette panoplie de trophées prestigieux engrangés à travers le monde entier. Ce trophée est considéré comme le symbole de la résistance africaine sur le plan artistique et culturel est le premier du genre décerné à un artiste. Une fierté pour la culture malienne et africaine, au dire du ministre. Le dernier trophée en date, qui est un symbole très fort pour la culture africaine et plus particulièrement pour la culture malienne. Et c'est en cela qu'il faut encore une fois féliciter l'homme. Le maître marionnettiste considère cette récompense et cet honneur que les autorités maliennes lui ont témoigné comme un aboutissement de sa carrière artistique. J'ai versé des larmes et tout le monde m'a dit à l'unanimité que c'était un honneur, que c'était vraiment le mérite. S'il y avait autre chose plus grand que ça, qu'ils allaient l'offrir. Mais que c'est ça qu'ils le font pour encore porter haut l'Afrique. La journée d'aujourd'hui me permet de justifier mon existence sur la terre. J'ai dit, je n'ai pas vécu inutilement. Avec plus de 50 ans de recherche et de promotion de l'art de la marionnette au Mali et en Afrique, Yaya Coulibaly fait de cet art depuis plusieurs décennies un héritage culturel transmis de génération en génération. Toujours avec la thématique de la culture, la rédaction recevait plus tôt dans Joliba Afternoon News le danseur Daouda Keita. Retour sur l'entretien avec Aminata Chektal. La compagnie Famou Danse s'appelle de la danse à la tolérance, financée par l'Union européenne sous le programme Unis dans la diversité, géré par la Confed. Donc ce projet vise quand même à mettre en avant la cohésion et la paix et le vivre ensemble entre les Maliens. Et donc du coup, l'association Famou Danse, quand même, nous disons artistes et nous avons aussi notre rôle à jouer dans la sensibilisation et inviter la population en créant 2 spectacles dans 2 lieux, c'est-à-dire à Ségou et à Koutiala. Nous avons travaillé avec 12 jeunes malentendants avec qui nous travaillons depuis des années sur des projets précédents qu'on appelle Parole de corps, d'où nous avons formé 41 jeunes filles et garçons en danse et en théâtre. Et aujourd'hui, nous les accompagnons toujours sur des projets de perfectionnement et de renforcement des capacités. Et ces jeunes-là sont aujourd'hui sur le terrain. Et on a pris 12 personnes. Parmi eux, divisés en 2 groupes. Il y a un groupe qui a travaillé à Ségou, un groupe qui a travaillé à Koutiala. Et donc ces 2 spectacles-là sont en tournée. Ils étaient à Ségou le 24 et 25. Et aujourd'hui, ils sont à Sigasso. Et ils vont présenter les 2 spectacles qui ont été créés pour parler de la paix et de la cohésion. Fiction, c'est mon tout nouveau solo qui s'est imposé à moi. J'avais la commande de présenter un projet à Marseille lors d'un programme. Mais je voulais retravailler sur E Allah, qui est mon premier solo, dont vous avez parlé. Et
Mais je voulais le retravailler vu toutes les expériences que j'ai eues entre 2014 et 2021. Alors, il fallait réfléchir comment aller au-delà de ce spectacle-là. Donc, du coup, les images que je recevais étaient étranges, étaient bizarres. Donc, il n'y avait pas forcément de lien entre ce que je voyais, je recevais comme information et Allah. D'où fiction. Aujourd'hui, j'imagine fiction comme un corps philosophique, un révélateur conscient, et voilà, qui nous offre quand même à réfléchir sur un monde fictionnel antérieur au futur. Mes projets, il y en a beaucoup. Là, je suis entre mon solo qui va continuer parce que c'est une phase que je suis en train de faire. La première phase a eu lieu à Marseille. Et je continue à travailler ici. Il y aura une troisième étape de travail en Europe qui me permettra de finaliser ce projet et qui va être présenté pour la toute première fois fini à Bamako lors du festival BAM en décembre prochain. Et c'est ici que s'achève ce Djoliba Evening News. Merci à toutes et à tous d'avoir été des nôtres. Bonne suite de programmes sur Djoliba TV News. Djoliba Evening News.